Je vous demandais de sortir vos téléphones portables, s'il vous plaît. Ferdinand, si tu peux aller à la première slide, voilà. Donc on va enchaîner avec 3 séries de questions rapides. Alors la première, est-ce que vous faites confiance aux universitaires scientifiques? Bon, j'espère qu'il y aura plus de oui que de non. Quand même. Ah oui. Et vous voyez, on a le nombre de participants à droite, on peut monter jusqu'à 200. Alors là, il y a déjà 30 personnes qui ont répondu. Bon, quand même, heureusement, on a quand même une majorité de oui. Mais ce sera intéressant après pour les questions. Pourquoi les non? Peut-être qu'il y aura des échanges à la fin du débat. Ferdinand, on va passer à la deuxième question. Alors, pensez-vous être bien informé pour développer une opinion sur les débats économiques et sociaux? Ah, ça sera peut-être un peu plus mitigé. Donc là, on est un peu plus mitigé, c'est du 60-40. Pareil, peut-être qu'au moment des questions, on pourra avoir plus de détails. Ferdinand, je te demandais de mettre la dernière question. Alors, par quels moyens vous informez-vous? Est-ce que c'est plutôt par des médias traditionnels, des journaux, les réseaux sociaux? Je pense à Hugo Décrypte, peut-être, entre autres. Ou si vous vous informez pas du tout, ou autre. Et dans ce cas-là, pareil, pour les questions, n'hésitez pas à nous dire ce que c'est que les autres. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Très bien, donc il y a une majorité quand même réseaux sociaux. Très bien. Bah alors merci beaucoup, on va lancer le débat. Merci encore d'avoir autant participé. Et il y aura des questions. Merci beaucoup, merci d'être là à nouveau. Je me présente, je m'appelle Stéphane Marchand, je suis le directeur et le fondateur d'un magazine qui s'appelle Pour l'écho. C'est l'économie pour les jeunes, un magazine de pédagogie, et qui est depuis quelques mois le supplément jeune des Échos. Notre sujet du jour est complètement aligné avec le petit quiz qui vient d'avoir lieu, puisque le titre de notre table ronde, c'est « Construire un avenir plus fiable, fondé sur la réalité et non sur des illusions ». Ça, c'est évidemment un titre poli. Le vrai titre, c'est y a-t-il une maladie française consistant à se mentir sur les performances économiques et la réalité des chiffres de l'économie. Nos invités, aujourd'hui, on a la chance avec nous d'avoir Jean-Pierre Levade. Jean-Pierre Levade qui a fait d'innombrables choses dans sa vie, mais celle qui compte le plus pour nous aujourd'hui, c'est qu'il a été d'une part chef d'entreprise et d'autre part, évidemment, économiste. Denis Ferrand, à ma gauche, dirige le Centre de recherche pour l'expansion de l'économie et le développement des entreprises, que vous connaissez mieux sous le nom de Rexecode. Donc c'est un analyste très pointu de ce qui se passe, de ce qui se dit, et surtout évidemment de ce qui ne se dit pas. C'est ça qui nous intéresse. Et puis Alexandre Malafaille, qui est le président de Sinopia. Sinopia n'est pas vraiment un think tank, hein, c'est un laboratoire des gouvernances. C'est ça. Très bien. Alors on va commencer par vous, Jean-Pierre Levade. On va parler d'un phénomène très très important qui explique la myopie française sur la macroéconomie, sur le déficit, sur les dépenses publiques, sur l'incapacité à trouver un consensus sur des choses qui pourtant semblent évidentes. C'est le choc entre le capital et le travail. On vous écoute pendant 5 minutes sur ce sujet-là. Merci. Toujours ravi de parler à des jeunes étudiants.
Je vais commencer, si vous le permettez, par une minute d'histoire. Parce que du point de vue économique, la France a une histoire qui la rend unique. Et malheureusement, pas dans le bon sens. La révolution économique et industrielle de la fin du 19e et du début du 20e s'accompagne d'une véritable lutte des classes, au sens le plus violent du terme. Juste pour vous donner quelques indications, c'est l'époque de la création du Parti socialiste. On célèbre aujourd'hui tous les jours à gauche Jean Jaurès et Léon Blum. Les deux sont des démocrates, de vrais démocrates, mais les deux sont pour la disparition du capitalisme complète. Deuxièmement, tout le monde parle aujourd'hui de la charte d'Amiens, qui est aujourd'hui encore reconnue officiellement par les syndicats et qu'on présente comme l'assurance de l'indépendance des syndicats par rapport au monde politique. La réalité est complètement différente. La charte d'Amiens est une invention de la CGT à peu près au moment de sa création, c'est-à-dire à peu près en même temps que la création du Parti socialiste, 1905-1906. Et la CGT de l'époque dit « on n'a rien à faire avec les politiques, on n'a pas besoin des politiques, on va faire la révolution nous-mêmes et on va imposer nous-mêmes, sous-entendu par la violence, la disparition du capitalisme. » Donc depuis cette époque où les violences étaient sur le terrain, la violence pour l'essentiel a disparu, mais le conflit idéologique entre le capital et le travail est toujours là. Et donc, quelle est la cible à la fois à gauche, dans les partis politiques et dans les syndicats? C'est l'entreprise. L'entreprise, j'y reviendrai peut-être dans ma deuxième intervention, qui est mal défendue par la droite. Donc la gauche ne veut pas favoriser les entreprises. Au contraire, pour la gauche, les entreprises doivent payer, puisque les entreprises, au nom de l'idéologie que je viens de résumer, est encore, pour la gauche, un lieu d'exploitation des salariés. Je le dis avec d'autant plus de tranquillité qu'il se trouve que je suis social-démocrate, donc j'assume. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous regardez les syndicats, qui sont théoriquement les défenseurs des salariés, ils vous disent, les salariés, il faut moins de travail et plus de salaire. Et c'est aussi ce que dit la gauche, au sens large du terme. La droite, j'y reviendrai tout à l'heure, étant absente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre appareil productif n'est pas reconnu comme tel. Et donc on ignore en France, et la France une fois de plus est unique, en tout cas en Europe, on ignore une vérité fondamentale qui est simple: on ne peut pas distribuer de richesses qu'on n'a pas d'abord produites. Ou plus exactement, quand on distribue des richesses qu'on n'a pas produites, eh bien, on fait comme la France, on creuse la dette publique. Deuxième conclusion, le conflit permanent qui a également des conséquences politiques au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Premier ministre, au niveau du Président, le conflit politique se traduit par le fait qu'on demande aux entreprises de payer. Et de payer notamment, mais pas seulement, une partie des dépenses sociales. Alors c'est très commode, parce qu'on croit que du moment que l'entreprise a payé, on échappe tous au paiement. Donc elle paye à notre place. Sauf que les gens très naïfs qui pensent réellement ça, ils oublient que l'entreprise en tire les conséquences sous des formes multiples. On lui impose une nouvelle charge, elle va augmenter ses prix, elle va diminuer ses salaires,
elle va moins investir, ce qui est un problème français de grande ampleur, et donc l'appareil productif, de manière générale, va souffrir, ce qui est très mauvais pour la macroéconomie française, mais en plus, chacun des citoyens, sans en être conscient, va finir par supporter le poids de la charge qu'on a mise sur l'appareil productif. Simplement, personne ne sait exactement, dans ces conditions-là, qui paye quoi. Ah, alors peut-être que là, on va Et je s'arrêter, m'arrête. Jean. Et Merci je m'arrête. beaucoup, parce que ça nous permet une excellente transition. Alors, deux petites choses avant de formuler la transition. Première chose, vous avez des questions à poser certainement, préparez-les pendant les interventions. Et deuxièmement, j'ai oublié tout à l'heure de présenter un de nos intervenants qui va intervenir par vidéo, qui s'appelle Antoine Bozio, qui est un de ceux qui essayent de chercher des solutions aux problèmes que l'on explore aujourd'hui. Alors, passons à vous, Denis Ferrand. En économie, il y a quelque chose de très important, et il paraît que ça peut tout régler, c'est le signal prix. Et il y a une sorte de malédiction, c'est qu'en France, ce signal prix, il est dans le brouillard. Parlez-nous de ça. On le cache, effectivement, ce signal prix. Donc, quand il n'y a pas de signaux, forcément, le pilotage devient plus compliqué. Mais, je rebondirai juste sur un mot, sur les mots de Jean-Pierre Levade. La manière dont on rend compte d'un même concept économique, la manière dont la langue rend compte d'un même concept économique, dit beaucoup de la représentation que l'on se fait du fonctionnement de l'économie, en particulier du monde de l'entreprise. Le profit, le résultat, qui est réalisé par une entreprise dans la comptabilité anglo-saxonne, ça s'appelle the gross operating surplus, le revenu opérationnel de l'entreprise. Ça s'appelle comment en France? Ça s'appelle l'excédent brut d'exploitation. La même chose est rendue, elle produit la réalisation de l'entreprise, son activité opérationnelle. En revanche, on voit dans les mots mêmes que l'on utilise par la statistique, par la représentation de l'économie, on voit combien c'est une logique de lutte qui est sous-jacente, parce qu'on va parler d'exploitation. Donc effectivement, les mots ne sont jamais anodins dans la manière dont on se rend compte de la représentation de l'économie. Les mots, mais également l'appréhension, la compréhension de ce qui fait l'économie. Est-ce que vous avez une idée de ce que va vous coûter une hospitalisation? Il se trouve que j'ai récemment connu une épreuve personnelle difficile. J'ai demandé, vous allez me dire, il est un peu timbré l'économiste, mais j'ai demandé à l'hôpital où était hospitalisé un très proche, dans des soins palliatifs, quel était le coût pour la collectivité de cette dépense. Après tout, je suis un citoyen, je dois être informé de ce que l'on consacre. Impossible de savoir le prix. Bon, après, au bout d'un moment, vous avez autre chose à faire dans ces circonstances. Mais la connaissance du prix n'est pas là. Or, comment, dans ce cas, peut-on faire des choix économiques en tout informé si on ne sait pas véritablement quel effort on déploie, comment la collectivité consacre un investissement à satisfaire des utilités, des biens publics auxquels tout le monde peut accéder. Donc vraiment, le signal prix est quelque chose qui est tout à fait fondamental et qui, malheureusement, est tu. On ne s'intéresse pas véritablement à ce signal, parce que le prix, qu'est-ce qu'il incorpore? Eh bien, il incorpore in fine l'ensemble de ce qui a permis la réalisation du bien qui vous est apporté, du bien ou du service, en l'occurrence, si on parle d'un service d'hospitalisation. Et quand vous comprenez le prix, vous comprenez ce qu'il a construit, les biens que vous avez dû utiliser pour produire, les quantités de travail que vous avez mobilisées, et puis, in fine, le résultat que vous allez en dégager, sachant que ce résultat est le préalable à l'investissement qui va vous permettre de renouveler un cycle d'exploitation, et donc qui va vous permettre de renouveler la capacité à produire. Donc, effectivement, si on ne comprend pas la base, si on ne sait pas ce qu'est cette formation du prix, alors on ne sait pas quelles sont les conditions dans lesquelles on peut se donner la capacité à reproduire l'exercice économique. Donc le préalable qui est celui-ci est tout à fait fondamental pour être en bonne information. Quand vous évoquiez tout à l'heure dans le sondage, est-ce que vous sentez bien informé? Alors ça donne un espace d'expression très important pour l'écho, et je m'en réjouis, mais vous reflétez aussi quelque chose qui est très juste, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'annonces de concepts
mais on ne sait pas véritablement ce que l'on met en dessous. Et pour revenir sur mon point liminaire, les concepts, la manière dont on exprime les concepts n'est pas indifférente de la représentation que l'on se fait a priori du fonctionnement de l'économie. Merci Denis. Alors je vais bousculer l'ordre prévu des questions parce que Denis Ferrand a parlé des mots et justement je voudrais faire intervenir tout de suite Alexandre Malafaille parce que vous avez regardé un peu les grands textes juridiques qui structurent le pays, l'économie, la société, la politique et le droit et vous avez cherché le mot entreprise. Et qu'est-ce que ça a donné ? Alors je vais prolonger en fait ce que disait très justement Jean Perlevade pour dire que le rapport ou l'absence de rapport de la France avec l'économie est historique. Et c'est même devenu systémique et c'est constitutionnel. Je m'explique. On a fait une comparaison très intéressante avec un ami franco-allemand qui a été secrétaire d'État dans son pays, en Allemagne. Et en fait, on a comparé la constitution allemande et la constitution française. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en Allemagne, dès l'article 9, on parle de l'entreprise, de l'entrepreneur, et on rappelle très vite en fait dans le texte que l'entreprise est détentrice de tous les droits fondamentaux, à l'exception de ceux qui sont propres à ceux du citoyen, comme le droit au mariage. Mais elles ont les mêmes droits en tant que telles. Et en fait, dans la constitution allemande, la question qui touche à l'État et à son organisation ne vient qu'à partir de la 20e position, à partir du 20e article. Donc c'est dire à quel point les Allemands ont pris en compte dans la reconstruction, parce que là on parle bien sûr d'un texte qui a été écrit après la Seconde Guerre mondiale, mais qui était face à une réalité qui était celle de la destruction totale de l'Allemagne. L'Allemagne s'est dit bon, il faut qu'on reconstruise, on ne va pas reconstruire par le haut, on va reconstruire avec. Donc toute cette idée de gouvernance fondée sur la co-construction, sur des rapports équilibrés, sur le fait qu'on se concerte, qu'on fait ensemble, même si après bien sûr chacun défend ses intérêts, est vraiment consubstantielle à l'Allemagne. Et pour vous donner un ordre de grandeur, vous parliez des think tanks dont Sinopia fait partie. En Allemagne, finalement, le secteur privé, les entreprises, les fondations, les associations, tous ceux qui interagissent avec l'État et qui considèrent qu'elles ont à s'occuper de l'État de la même manière que l'État s'occupe d'elles pour l'améliorer, pour le challenger, pour le faire évoluer, ces entreprises au total en Allemagne, toutes ces organisations, investissent 1 milliard d'euros par an dans des fondations, dans des think tanks, des cercles de réflexion. En France, tout compris, y compris si on rajoute ce qu'on pourrait appeler les appels d'offres pour déléguer un peu de pensée stratégique au secteur privé associatif ou de type fondation, c'est 40 millions d'euros, voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc on a une vraie différence systémique de conception. Et donc en France, oui, quand on fait l'analyse du texte fondamental, on ne trouve pas la référence au mot entreprise, et encore moins la référence au mot entrepreneur, ni même quasiment le mot économie. En fait, on retrouve le mot entreprise dans le préambule de la Constitution de 1946 pour une raison. En fait, il s'agit de nationaliser les entreprises qui ont collaboré. Et la plupart d'entre elles étaient des entreprises qui, évidemment, rendaient des missions d'intérêt général. Alors, on va retrouver quand même quelques références à l'économie lorsqu'on va créer le Conseil économique social, devenu après environnemental, mais qui est une troisième chambre de la République, certes, mais qui est purement consultatif, dont les avis sont malheureusement souvent pertinents, mais absolument peu écoutés ou pas influents sur la fabrication de la loi et encore moins sur la qualité de la fabrication de la loi. Et donc, on a vraiment, sur cette question-là aujourd'hui, une différence de construction fondamentale. Pour comprendre pourquoi c'est important, parce que imaginez comme depuis 1946, on est gouverné par une technocratie que je respecte éminemment, qui est très bien formée et qui, la plupart du temps, pour beaucoup de ceux d'entre eux qui sont encore aux affaires et qui l'ont été de manière très structurante ces 50 dernières années, ont fait une école qui est devenue l'INSP, mais qui s'appelle l'ENA. Mais quand vous passez 3 ans et après toute votre vie dans un univers où vous n'avez jamais vu le mot entreprise écrit comme étant un mot juridiquement, institutionnellement parlant essentiel, bah de fait, vous passez à côté du sujet, quoi. C'est l'éléphant dans la pièce, comme dirait l'autre, c'est l'expression très à la mode ces derniers temps. Voilà, vous passez à côté. Donc, dans votre rapport à l'organisation de la société, de votre rapport au fonctionnement de l'ensemble des partis, finalement, bah, vous considérez que le seul qui a vocation à être au centre, d'ailleurs c'est la Constitution qui le dit, c'est le pouvoir politique et son primat sur toutes les autres réalités. On a un tout petit peu laissé place quand même à la protection des droits, évidemment, parce qu'on a conçu l'État français au travers de l'État-providence. Donc la protection des salariés, des victimes de l'activité économique, ça, elle est parfaitement dans le texte, mais le reste ne fait pas l'objet de constitutionnalisation. Et donc, de fait, on a un impensé stratégique, systémique, qui mériterait d'être réparé si on veut faire en sorte que les élites et tous ceux qui arrivent aux affaires, à l'Assemblée ou ailleurs, prennent en compte l'intérêt des partis
Et l'intérêt des partis, c'est pas que l'intérêt des individus, c'est aussi l'intérêt des organisations qui contribuent à la création de la richesse au sens positif et noble du terme, c'est-à-dire qu'on a besoin de moyens et de moyens économiques et financiers pour faire tourner le système. Et le respect de ces parties prenantes que sont les acteurs économiques et sociaux mériterait effectivement d'être inscrit en lettres d'or en très bonne place de la Constitution française. Et vous verrez que dans quelques années, quand on se recomparera avec les Allemands, qui ont par ailleurs des difficultés très sérieuses aujourd'hui pour plein de raisons politiques de fait, mais vous verrez qu'ils vont reprendre certainement un leadership économique parce que leur modèle est fondé sur cette capacité à faire avec les acteurs et pas à faire contre ou à pas à faire sans. Merci Alexandre, merci beaucoup. On va maintenant passer à notre petite vidéo. Antoine Bozio, qui va s'exprimer pendant 5 minutes derrière nous, est quelqu'un qui fait partie sans doute de la solution au problème qu'on évoque aujourd'hui, le problème de l'incertitude, de l'ignorance, du flou et donc du soupçon. Il a lancé et fondé, et il dirige maintenant une organisation qui s'appelle l'Institut des politiques publiques et qui espère que la France, grâce à cet institut, franchira une étape. On peut passer la vidéo, s'il vous plaît ? Oui, donc je me suis aperçu tout à fait récemment, en fait, que le thème de ce débat, qui est diagnostiqué pour mieux dialoguer, est très très proche de la devise de l'Institut des politiques publiques, qui est d'évaluer pour mieux débattre. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que vous pouvez nous dire pour éclairer cette question et pour voir jusqu'à quel point cette idée pourrait être transposée en France avec un organisme qui aurait des fonctions comparables ou pas, mais c'est vous qui nous le direz. Bonjour. Je suis Antoine Bozio, je suis professeur d'économie à l'École d'économie de Paris et je suis aussi le directeur de l'Institut des politiques publiques. Alors, vous m'avez sollicité pour vous parler d'une expérience que j'ai eue professionnelle, qui a été d'abord de travailler à l'Institute for Fiscal Studies à Londres, l'IFS, qui est une institution dans le monde britannique qui est un centre de recherche qui est dédié aux politiques publiques, à leurs évaluations, à leurs impacts et à communiquer dans le débat public britannique les résultats de ces travaux de recherche pour informer le débat et finalement faire en sorte que des éléments rationnels, effectifs, des faits sur l'impact de différentes politiques et d'interventions publiques permettent de mieux alimenter ce débat. Et donc pendant plusieurs années, j'ai travaillé comme chercheur à l'IFS. Alors, je travaillais sur les questions de retraite, sur les questions de fiscalité, du marché du travail. J'ai contribué à des évaluations, mais aussi contribué à faire un des événements que je trouvais les plus formidables que faisait l'IFS, qui était une discussion du débat budgétaire qui avait lieu chaque année en amont des décisions qui étaient prises par le gouvernement avant le débat au Parlement britannique, où l'IFS faisait sur l'ensemble des sujets une discussion des arbitrages, des enjeux, l'impact de réforme fiscale, l'impact de réforme sur le marché du travail, quels étaient les enjeux budgétaires, les enjeux redistributifs, qui étaient touchés, quels étaient les possibles impacts sur la productivité, sur la croissance de l'économie britannique, qui pourraient pu être touchés par différents types de mesures. Et ça avait une couverture médiatique formidable qui alimentait avec des informations de grande qualité le débat britannique. Et pendant toutes ces années, je me suis dit, mais c'est formidable de travailler avec nos amis anglais, mais il n'y a pas un pays qui aurait besoin de ce débat pour les questions budgétaires, fiscales. Et ce pays-là, c'était la France, et c'est là où j'ai décidé de revenir en France pour essayer de développer un institut similaire à l'IFS. C'est l'Institut des politiques publiques, l'IPP, qui est aujourd'hui un institut, un centre de recherche qui est aussi dédié à l'évaluation des politiques publiques. Comme ça a été rappelé par l'introduction, évidemment, notre devise « évaluer pour mieux débattre », c'est-à-dire donner des informations scientifiques, quantifiées, sur l'impact de différentes mesures, pour faire en sorte, non pas de donner notre avis sur dire ce qu'il faudrait faire, c'est au débat politique d'arriver à prendre ces décisions, mais l'information et la qualité de l'information sur l'impact possible, elle doit être prise en compte par nos concitoyens. Donc l'IPP, c'est aujourd'hui développé par deux organismes, on va dire universitaires, qui sont l'École d'économie de Paris, PSE, et le groupe des écoles nationales d'économie statistique, le Jeunesse, qui rassemble des écoles de statistique et d'économie qui forment parmi une grande partie des grands professionnels sur la question de la formation statistique et l'analyse économique. Et ces deux institutions universitaires ont décidé de joindre leurs forces pour essayer de développer l'IPP pour arriver à faire ces travaux d'évaluation. Il y a un élément très important dans votre organisation, c'est l'indépendance. On est dans un monde où, progressivement, l'aura de l'expert est un petit peu remise en question.
quelles sont les difficultés que vous voyez pour justement que la France accueille un organisme qui puisse bénéficier de cette indépendance et de cette aura pour organiser les axes du débat? Alors effectivement, les deux principes sur lesquels repose l'Institut des politiques publiques, c'est exactement les mêmes deux principes sur lesquels reposait l'Institut for Fiscal Studies, l'IFS, c'est-à-dire indépendance et caractère non partisan. C'est-à-dire que l'indépendance, le fait de ne pas être dépendant soit de pouvoirs publics, soit d'intérêts privés personnels, qui viendrait à donner un objectif précis aux résultats qui seraient menés, des travaux qui seraient menés. Mais caractère non partisan, c'est-à-dire que nous ne défendons aucun groupe partisan politique, non pas parce que nous ne voulons pas un engagement avec le débat démocratique, au contraire, mais parce que nous devons servir à tous pour que les caractères du débat permettent que l'information et la crédibilité de ces travaux soient utilisables par tous les participants, tous les élus, tous ceux qui sont en situation de prendre des décisions. Donc ça va à l'encontre de deux tensions fortes et de traditions françaises qui sont dans quelle mesure finalement l'intellectuel engagé devait forcément avoir un caractère partisan et à l'inverse finalement de caractères plus dépendants d'intérêts spécifiques, financiers directement ou d'intérêts privés. Il faut arriver à maintenir une sorte de déontologie, d'indépendance pour être utile à tous et faisant en sorte ainsi que les travaux et les éléments scientifiques robustes qu'on met sur la place publique puissent être repris par tous parce que incontestables et du coup permettant à faire progresser le débat. Merci à Antoine Bozio. Très intéressant son intervention et les mots qu'il a choisis. Il a insisté par exemple sur l'indépendance. C'est très dur de fabriquer une institution indépendante et il faut avoir non seulement la qualité de l'indépendance, mais que ça soit ressenti comme tel par la société. Et ça, il l'avait dit au tout départ, l'Institut des études fiscales à Londres, ces rapports ont un retentissement médiatique considérable. En France, il y a peu d'instituts économiques dont les rapports ont un effet considérable. Il y a le rapport de la Cour des comptes, bien sûr, mais souvent, les rapports qui ont le plus de retentissement, ce sont les rapports que je qualifierais un petit peu de anti-entreprise. Par exemple, ceux qui rappellent que les dividendes, etc. Donc voilà, merci à Antoine Bozio. On va continuer notre débat. Je me retourne à nouveau vers vous, Jean. Vous avez parlé tout à l'heure du rapport entre la société et l'entreprise, qui n'est pas optimal en France. Maintenant, parlez-nous un peu de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, ce qu'on appelle un peu le dialogue social. Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il faut le changer? Quelles sont les pistes? Merci de la question. La réponse est simple dans son principe. Oui, il faut changer le dialogue social dans les entreprises françaises. J'ajoute, c'est un élément d'espoir, que ma conviction personnelle, j'ai quand même été président d'entreprise pendant presque 40 ans, je le suis d'ailleurs encore pour quelques semaines, les salariés commencent à avoir envie d'un changement du dialogue social, une vraie envie. Ça prendra du temps. En France, c'est toujours très difficile de changer les choses. Quelle est l'organisation actuelle? Les syndicats, qui ont à peu près les mêmes qualités et les mêmes défauts que les partis politiques, qui sont verticalisés comme les partis politiques, où les carrières individuelles relèvent des mêmes principes d'opportunisme, les syndicats considèrent qu'ils sont les intermédiaires obligés entre les salariés et le chef d'entreprise. Jusqu'à présent, les présidents d'entreprises françaises, ils étaient plutôt favorables à cette situation. Parce qu'après tout, elles ne portent pas atteinte à leur pouvoir. Ils décident, ils ont une protestation des syndicats, ils négocient plus ou moins avec les syndicats et ils se préoccupent assez peu, en tant que président, de ce qui se passe sur le terrain. La suggestion que je vais faire est exactement contraire. Et je le dis d'autant plus que je l'ai pratiqué. Je pense qu'on n'a pas besoin des syndicats, pour parler de manière un peu violente. Je pense que, je vais vous donner un exemple absurde. Nous avons, je dis nous avons parce que c'était en 82,
avec Jean Auroux qui était ministre du Travail. À l'époque, je travaillais moi avec Pierre Mauroy. Nous avons inventé le comité économique. Le comité économique, qui s'appelle maintenant le comité social et économique, c'est un comité qui est élu par les personnels, qui est élu par l'ensemble des personnels. En tant que chef d'entreprise, vous êtes obligé, contraint par la loi de 1982, d'aller lui expliquer tout ce que vous faites. Vous êtes obligé de le consulter chaque fois que vous prenez des décisions importantes. Et quel est le pouvoir de négociation de ce comité social et économique élu par le personnel? Il est nul. Alors que ce comité connaît très bien l'entreprise. Hein. C'est celui qui connaît le mieux l'entreprise. C'est celui aussi qui garde un lien avec l'ensemble du personnel, puisqu'il est élu par l'ensemble du personnel. Il n'a aucun pouvoir. Le pouvoir de négociation est intégralement entre les mains des représentants syndicaux. J'ajoute, ce sont des indications récentes, mais très intéressantes. Aujourd'hui, la majorité des salariés français considèrent qu'ils préfèrent les accords d'entreprise aux accords de branche. En d'autres termes, les salariés français nous disent quelque chose que moi je ressens depuis très longtemps, la hiérarchisation française, il y en a assez. Il faut donner du pouvoir aux gens qui sont les plus aptes à l'exercer. Et donc, pourquoi ne pas donner les pouvoirs de négociation aux représentants élus du personnel? Ça serait une démarche importante vers une forme de démocratie à l'intérieur des entreprises. Et ça oblige surtout le président de l'entreprise ou les dirigeants de l'entreprise à discuter avec l'ensemble des salariés. C'est quelque chose que j'ai pratiqué personnellement, progressivement, parce qu'au départ, on vous dit vous êtes PDG, c'est très confortable, c'est très bien, hein, PDG, j'ai tous les pouvoirs, je décide ce que je veux. Et puis vous vous rendez compte assez vite que c'est pas comme ça que les choses marchent. Et que si vous voulez vraiment avoir une influence sur le fonctionnement de votre entreprise, il faut nécessairement discuter avec les personnels à tous les niveaux et le faire vous-même avec votre état-major. Donc les structures intermédiaires, comme structures de dialogue ou de négociation, elles ne servent à peu près à rien. Et donc voilà, je vais conclure là-dessus simplement. J'ajoute que j'ai pratiqué ça dans toute l'Europe du Nord. L'Europe du Nord ne connaît pas le conflit capital-travail. Dans toute l'Europe du Nord, l'entreprise est un bien d'intérêt commun. Quand je dis ça en France, on me regarde comme si j'étais fou. C'est évident que c'est un bien d'intérêt commun. C'est évident que si les entreprises ne marchent pas, ce qui est le cas malheureusement français, l'économie a du mal à se développer. Donc voilà, je suis pour ce changement radical qui me vaudra d'être traité de réactionnaire par la gauche et de rêveur par la droite. Rêveur par la droite. Merci Jean. Denis, on va continuer, on va modifier notre plan encore. Hein. Jean Perlevat vient de parler de ce qui se passait à l'intérieur de l'entreprise. Parlons maintenant de la difficulté qu'il y a en France quand on est une formation politique à faire ce qu'on appelle une politique de l'offre, c'est-à-dire à regarder les entreprises et à essayer de les aider à mieux faire ce qu'elles font déjà. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est possible? Donnez-nous un peu un... Je rebondirai d'ailleurs aussi sur les échanges qu'avait évoqué Antoine Bozio, puisqu'on fait un peu un travail aussi, et ça pose la question du rôle de l'expert, hein, ce qu'il évoque. Le rôle de l'expert, il est là pour construire des alternatives, pour proposer des alternatives, dire les conséquences de politiques économiques que l'on peut mettre en place. Il le fait sur la base d'un diagnostic. Il le fait aussi sur la base de relations un peu mécaniques, en regardant ce qui se pratique à l'étranger, donc un travail qui, on va dire, d'introspection, et puis un travail de simulation de choc que l'on administre, tout en sachant très bien que l'économie, c'est pas de la mécanique.
L'économie réagit aussi en fonction d'adaptation, d'appropriation plus ou moins différentes, de réactions originales à des chocs. Et donc l'exercice de l'expert, il est là pour construire un chemin, et le politique, ensuite, lui, il doit se saisir il peut se saisir de ce que lui dit l'expert s'il voit que le chemin qui est tracé est celui qui est le plus adapté pour son économie, pour le développement de la population, pour à la fin, le développement du pouvoir d'achat et la capacité à consommer de chacun des agents. Le politique, il est là pour construire l'acceptabilité de choix qui vont être instruits par des experts. Enfin, c'est pas les experts qui font la politique économique, ils disent simplement ce qu'elle doit être. Mais le politique, il doit composer avec la représentation qu'il y a dans son environnement. Et d'une certaine manière, ce que l'on voit depuis maintenant une quinzaine d'années, il y a des choix de politique économique qui ont été faits un peu à notre corps défendant. Et d'une certaine façon, il y a une politique de l'offre, une politique qui vise à favoriser le développement des entreprises en France. Quand je parlais tout à l'heure de ce qui rentre dans la formation du prix, des éléments de coût, c'est notamment de la fiscalité. On a une situation en France où on a une fiscalité sur les entreprises qui est beaucoup plus importante que ce que l'on va trouver dans les pays d'Europe du Nord. Ou dans d'autres pays du Sud. Le rôle de l'expert, c'est de dire, voilà, regardez comment est-ce que je peux être compétitif si je me retrouve avec une structure de coûts qui est déformée parce que je fais supporter à l'entreprise des charges qui, à la fin, vont produire les biens publics dont vont jouir l'ensemble de la population. Le rôle de l'expert est donc de dire les conséquences de choix de politique et économique que l'on a fait. Le rôle du politique, c'est de dire si on peut poursuivre avec le schéma que l'on a adopté ou au contraire s'il ne faut pas le changer. Mais en France, on est imbibé de politique où on croit que la croissance va se faire par de la détermination politique, par de la détermination de distribution d'un argent que l'on n'a pas forcément, par distribution de dépenses, avant de penser à la création de la richesse. Et donc, d'une certaine manière, le politique sait très bien que c'est dans les conditions d'un exercice économique durable, pérenne, dans des conditions de compétitivité à l'intérieur de l'entreprise, que se fabriquent les conditions d'une création de richesse, mais c'est quelque chose qui n'est pas assumé. On est encore très imbibé de cette logique qui consiste à croire qu'en faisant plus de dépenses, parce que tout procède du régalien, parce que tout procède effectivement de cette représentation très jacobine que vous avez très bien décrite, eh bien, on considère que c'est l'intervention publique qui elle-même va être génératrice de croissance, là où on oublie de dire que c'est bien parce qu'on a créé les conditions de la richesse que l'on va faire une politique qui sera en capacité de créer du revenu durable. Et donc, on a une politique de l'offre un peu honteuse. Ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par le fait que Emmanuel Macron, par exemple, va introduire une politique de baisse de la fiscalité de production, des impôts qui frappent les entreprises avant même qu'elles n'aient dégagé du résultat. Il va faire une politique plutôt favorable au capital, après que des experts, dont Jean Perlevade et Rexecode ensemble, avaient montré qu'on avait un vrai problème de fiscalité du capital en France parce qu'on arrivait à prélever plus sur le capital que le capital générait de revenus. Et là, c'est une hérésie économique à 100%. Donc, il a fallu faire cette démonstration pour, in fine, faire accepter que l'on fasse une politique plutôt favorable aux entreprises. Mais dans le même temps, comme on n'assume pas complètement ses choix, comme on a toujours une sorte de politique de l'offre honteuse, qu'est-ce que l'on fait en même temps ? Eh bien, on fait une réduction de la taxe d'habitation, une suppression de la taxe d'habitation, parce qu'on veut tout le temps ménager. On ne fait pas véritablement des choix. Et quand on va faire des choix plutôt pro-business, ils ne seront pas complètement assumés, parce qu'on ne sait pas dire suffisamment que c'est vraiment dans les conditions de l'efficacité des entreprises que se noue la création durable de richesse dans une économie. Merci Denis. Et donc cette politique de l'offre honteuse, c'est pratiquement dans tous les partis politiques. Il n'y a pas un seul parti politique en France qui fait une politique de l'offre vigoureuse, enthousiaste et assumée. Non, mais l'exemple qui est encore plus caricatural, c'est ce qui s'est passé en 2012. Ça s'appelle le CICE. Le mot compétitivité n'avait jamais été utilisé pendant la campagne électorale de 2012 et certainement pas par le candidat qui, in fine, a été élu, François Hollande, n'a jamais utilisé le terme compétitivité. Pourtant, 6 mois après son installation, parce qu'il a bien compris qu'il y avait un vrai problème dans les conditions de production dans l'économie, il met en place une réforme qui incorpore dans son nom, le CICE, crédit d'impôt compétitivité
compétitivité et emploi. Et là encore, on fait compétitivité et emploi parce qu'on n'assume pas qu'on puisse faire quelque chose uniquement pour la compétitivité. Oui, très bien. Toujours les mots et ce qui se cache derrière. Alexandre, on va continuer avec vous à explorer. Donc c'est notre but aujourd'hui, à explorer les moyens de faire en sorte qu'en France, tout le monde ait une idée claire et si possible exacte de la situation des finances publiques et de tout ce dont on vient de parler. Et pour cela, pour installer ce monde idéal dans lequel chacun saurait, il y a des instruments. Et l'un de ces instruments, c'est l'étude d'impact. Parlez-nous de ça. Alors la France est un pays qui aime passionnément la loi. On ne fait rien sans faire une loi, ou à peu près. Et si vous aviez, vous, jeunes électeurs, une réforme démocratique à réclamer auprès de vos futurs dirigeants, ceux qui seront élus en 2027, s'il n'y a pas d'élection présidentielle d'ici là, c'est réclamer que des véritables études d'impact soient associées à la fabrication de la loi. C'est un sujet essentiel, c'est peut-être le sujet sur lequel il faudrait arriver à faire aboutir les choses. Alors en France, évidemment, il y a des études d'impact. La Constitution, dans son article 39, prévoit qu'effectivement, il faut fabriquer la loi et donc créer les conditions de cette qualité de la loi. C'est pas très clair, donc ça a été précisé de manière plus nette par la loi organique de 2008 qui rend obligatoire les études d'impact. Mais une fois qu'elles sont obligatoires, ces études d'impact, en fait, on ne s'intéresse pas finalement à leur contenu, et même quand elles disent quelque chose, il n'y a aucun caractère contraignant. On peut pratiquement même pas casser une loi aujourd'hui qui aurait été faite en dépit total des études d'impact. Même le Conseil d'État ni le Conseil constitutionnel ne le font jamais. Et pour vous donner un ordre d'idée de ce que des lois très sérieuses, très importantes finissent en termes de conclusion d'études d'impact, je vais vous lire, par exemple, c'est une conclusion donc d'un gros projet de loi qui était porté par Emmanuel Macron, enfin son gouvernement, sur l'évolution du dialogue social. À la fin, sur l'impact des dispositions envisagées, il est écrit « L'analyse fine des incidences de chacune des mesures envisagées sera effectuée dans la fiche d'impact retraçant les dispositions des ordonnances prises dans le cadre de l'habilitation, etc., etc., etc. » Et tout ça, les impacts sociaux, économiques, financiers, etc., seront développés à la lumière des contours définitifs de chacune des dispositions proposées. Point barre. Voilà. Et ça, vous avez 200 pages de texte et vous avez en résumé à la fin en disant voilà, les conséquences de ça seront reportées à plus tard et personne n'y revient jamais. Donc on a un problème de fond, c'est qu'en fait on est incapable en France de s'entendre quand on fait une loi ou une grande orientation, de s'entendre à la base sur un diagnostic qui est partagé. Donc on va raisonner en dehors des réalités, en dehors de ce qui est ce qui constitue le socle sur lequel on doit effectivement construire l'orientation. Vous savez, c'est comme si je décidais de dire tiens, je vais aller en haut de cet amphi depuis ici. Qu'est-ce que j'ai comme solution ? J'ai la solution d'aller tout droit. C'est peut-être ce qu'il y a le plus rapide. Ça, ce ferait peut-être le législateur. Je pense que c'est pas le meilleur chemin pour aller là-haut le plus rapidement possible. Il faudrait mieux, effectivement, descendre, éviter de se casser une jambe, et puis remonter par le chemin qui est latéral. C'est un petit peu ça qu'aujourd'hui fait le législateur. Et les exemples sont extrêmement nombreux. Alors, évidemment, on est un pays qui aime le débat d'idées, vous l'avez dit. On aime les intellectuels, on aime les grands discours. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus sympathique de porter un projet et une ambition sur l'écologie, sur la fin de vie, sur tout ce qu'on veut, en tenant pas compte des réalités, sauf qu'on est rattrapé par les réalités. Et donc, si on prend un certain nombre d'exemples, ces dernières années, par exemple, quand vous parliez de François Hollande tout à l'heure, il a été décidé de fermer 50% du parc nucléaire français, à horizon 2025, je crois. Aucune étude d'impact n'a été faite. Et le chiffre de 50% a été arrêté arbitrairement, ça on le sait tous, parce que c'est un choix qui était joli, c'est bien 50%. Voilà, quand on décide de fermer Fessenheim, là aussi, quasiment ça s'est fait sur un coup de dé. Voilà, mais les études d'impact n'ont pas été faites. Résultat des courses, un peu plus de 10 ans plus tard, finalement on voulait fermer 14 nucléaires, on va en ouvrir 14, pour vous dire à quel point nos dirigeants ont été des grands visionnaires sur ces sujets-là. Et plus récemment, vous prenez la question des taxis. On veut leur faire payer une forme de réforme du transport, notamment des malades, etc. Ça coûte très cher, mais il n'y a pas d'études d'impact sérieuses. Prenez la question des ânes, il n'y a pas d'études d'impact sur les ânes. Il n'y a pas, c'est les ZFE, en dehors de débats passionnés. S'il n'y a pas d'études d'impact, c'est parce que personne en France ne considérerait que cette étude d'impact est neutre, objective. C'est pour ça. Non, il n'y a même pas d'études d'impact. En fait, il n'y a même pas une obligation de produire une évaluation objective. Elle n'est pas faite sérieusement, cette étude-là. Vous n'avez pas annexé à la loi une évaluation très sérieuse, à la fois du pourquoi la loi, comment la loi, et ce que ça va avoir comme conséquences économiques, sociales, etc. Donc on ne part pas de cette réalité-là. Et ça, c'est le grand désastre. Récemment encore, vous avez parce que derrière tout ça vient percuter de plein fouet les ambitions de souveraineté économique, de réindustrialisation, parce qu'à chaque fois, on vous part dans une direction et on fait le contraire.
contraire. Le 10 avril, l'Assemblée nationale, une petite majorité de députés, on va dire plutôt écolos et insoumis, se sont mobilisés. Ils ont vu une parfaite niche, si je puis dire, pour agir. Et ils ont voté contre la transposition en droit français d'un truc qui s'appelle le protocole de Londres, en fait, qui vise techniquement à permettre aux entreprises qui produisent un peu trop de carbone, notamment les industriels, de capter ce carbone et d'en faire quelque chose. Et comme ce carbone, on ne veut pas le mettre dans nos sols, dans nos sous-sols, même Bayrou dit pas ça sous nos pieds, eh bien, il est autorisé aujourd'hui, y compris par le GIEC, en disant une des solutions acceptables et acceptées, c'est l'enfouissement de ce carbone, notamment dans des zones maritimes en eau profonde. Bon, c'est sans doute pas parfait de chez parfait, mais c'est maîtrisé et le GIEC est d'accord. Ben, en France, on a voté contre. Voilà. Donc en clair, ça veut dire qu'on veut réindustrialiser, mais on ne peut plus capter le carbone et le stocker. Donc on est quoi? On risque d'étouffer la réindustrialisation française. Donc moi, je vous recommande à faire vraiment preuve de volontarisme auprès de vos futurs parlementaires, élus, gouvernants, etc., pour dire on veut bien aller vers plus d'écologie, on veut bien aller vers plus de démocratie, on veut bien aller vers... Mais choisissons le bon moyen, le bon chemin, la bonne vitesse, évitez vitesse, précipitation, évitez les contradictions. Sinon, ce que vous continuerez à avoir comme jeune génération et ce à quoi on assistera, nous, comme étant un peu plus anciens, c'est ce permanent zigzag démocratique qui fait qu'en fait on n'avance pas et malheureusement je dirais même on a tendance à reculer. Merci Alexandre. Précisons au passage que quand il n'y a pas d'étude d'impact, en général on évite de faire des évaluations ensuite et donc c'est un espèce d'enchaînement négatif. Le temps est venu pour vous de leur poser des questions. Ne ratez pas cette chance, ne ratez pas cette opportunité. Et ne soyez pas timide. Il y a peut-être un micro qui peut circuler. Ah, une question là-bas. Bonjour, c'est une question pour Jean-Pierre Levade, si je ne me trompe pas. Pendant son discours, il a parlé qu'il était contre les syndicats et j'aimerais savoir son explication. Ce que je pense, c'est qu'il n'y a aucune raison de leur donner un monopole quelconque de négociation. Après tout, les gens qui sont concernés, ce sont les salariés eux-mêmes. J'ajoute, par rapport aux indications que j'ai données tout à l'heure, les salariés dans les PME veulent négocier eux-mêmes, de plus en plus. J'ai parlé tout à l'heure de la préférence pour les accords d'entreprise par rapport aux accords de branche. Je pourrais ajouter que les syndicats, leur influence réelle diminue sans cesse puisqu'ils ont de moins en moins d'adhérents. Il y a aujourd'hui moins de 8% de la population salariée qui est inscrite dans un syndicat. Et les résultats des élections syndicales, surtout dans les petites entreprises, n'arrêtent pas de se détériorer. Autrement dit, les salariés des PME ne s'intéressent pas du tout aux syndicats. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent porter eux-mêmes, ce qui est normal, leurs soucis, leurs points de vue et discuter directement avec la direction d'entreprise. Donc on a besoin des syndicats probablement à un niveau interprofessionnel, encore que je trouve personnellement qu'il y a beaucoup trop de décisions qui sont prises au niveau national alors qu'elles pourraient être très largement décentralisées. Et donc, je veux dire, à nouveau, que les syndicats existent très bien, le fait de leur enlever le monopole de négociation dont ils bénéficient aujourd'hui, ça les obligerait peut-être à devenir intelligents. Merci pour eux, Jean. Une question encore. On a encore le temps de 2-3 questions. Oui. N'hésitez pas à vous lever quand on vous voit encore mieux. Vous avez un micro? Formidable. Bonjour. Je voulais vous parler, est-ce que vous pouvez parler d'un avenir plus fiable avec l'IA et les enjeux liés au développement durable qui viennent bouleverser l'entreprise? Je n'ai pas compris la question. Denis, peut-être reformuler la question? Vous évoquez les enjeux de l'IA et du développement durable en particulier et leur appropriation par le monde de l'entreprise? C'est ça. Alors, bon, sur l'enjeu de l'IA,
On a fait récemment il y a pas mal de travaux qui sortent sur ce que l'on peut attendre de l'IA en termes de rendement, de croissance additionnelle, de productivité, de gain de productivité et surtout de réorganisation du monde de l'entreprise. L'IA s'apparente probablement, je vois que pour l'écho a un sujet sur l'IA précisément, l'IA fait naître les mêmes inquiétudes que ce que l'on connaît depuis tout le temps, depuis les mouvements que l'on qualifie les mouvements luddites, à savoir l'inquiétude initiale face à la propagation de quelque chose de radicalement nouveau, et on se rencontre et cela déclenche des casses, notamment des casses de machines. Les mouvements luddites, c'était des mouvements au Royaume-Uni qui cassaient les machines, qui étaient réputés venir prendre le travail des gens qui travaillaient dans le monde du textile, parce qu'on faisait venir des métiers à tisser. Depuis tout le temps, on a cette même représentation de la transformation fondamentale qui vient d'une technologie qui vient casser l'emploi qui était précédemment utilisé. Ce que l'on voit depuis tout le temps, c'est qu'avec les gains de productivité qui peuvent être associés au développement de machines, au développement de nouvelles technologies, c'est une source de revenus qui va se déverser dans la satisfaction de nouveaux besoins qui jusqu'à présent ne pouvaient pas être satisfaits parce qu'on n'avait pas les moyens de les assumer. Et donc vous avez du déplacement sans arrêt de l'emploi qui s'effectue quand des entreprises d'une manière générale s'approprient une nouvelle technologie, et probablement qu'avec l'IA se passera la même chose que ce que l'on a connu avec tous les changements technologiques, de l'inquiétude de prime abord, de la genèse de revenus qui vient par la suite. Sur le développement durable, sur cet enjeu de la transition, en particulier pour le climat, la difficulté qui vient, c'est que on doit changer de mode de produire vers un mode de produire qui sera moins efficace. Moins efficace parce que si c'était plus efficace de produire décarboné, alors on l'aurait déjà fait. Et si on ne le fait pas, c'est probablement parce qu'il y a une perte d'efficacité. La perte d'efficacité en économie, c'est que ça coûte plus cher. Et donc, il faut, face à la transition énergétique, qui est un impératif dont les entreprises sont toutes très conscientes, je peux vous assurer, parce que je rencontre beaucoup, qu'elles sont très pénétrées de cette dimension, de cette nécessité de la transition. Il faut arriver à rendre compatible la transition énergétique avec l'aspiration à la croissance. Regardez ce qui s'est passé sur le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes est venu après la mise en place de la taxe carbone, notamment, et qui est une forme de réponse, une forme d'injonction à la transition énergétique. Or, la façon dont on met en place une taxe carbone vient amputer le pouvoir d'achat. Et donc, ça déclenche des mouvements sociaux. Et toute la question que l'on a face à la transition énergétique, c'est comment faire de cette transition un levier également de progression du pouvoir d'achat. On ne pourra pas faire la transition énergétique si on ne sait pas dire en même temps que si on ne sait pas en faire un levier d'émancipation, un levier de satisfaction sociale. Tout le monde trouve la sobriété très intéressante. Bien entendu qu'il faut faire de la sobriété, mais globalement dans la société, c'est pas une aspiration à la sobriété, mais c'est une aspiration au pouvoir d'achat qui continue de prédominer. Vous ne pourrez pas faire la transition énergétique contre la société, contre l'aspiration à la société, donc à la progression du revenu. Donc comment arriver à trouver la conciliation? C'est là tout un champ de travail dont s'emparent les entreprises. Merci Denis. Il nous reste du temps probablement pour une question. Madame. J'ai une question assez philosophique à vous poser, un peu à vous tous. Peut-on encore croire en un progrès collectif sans se bercer d'illusions? Peut-on croire au progrès collectif encore? Qui veut répondre? Je vais répondre. Pour moi, la réponse est oui. Parce que c'est un devoir. Si vous répondez non, vous prévoyez la catastrophe. Notre devoir de citoyen, c'est d'aider l'ensemble de la collectivité et les partis politiques à dessiner un avenir. Alors je comprends votre question, parce que quand on voit la situation de la France aujourd'hui, on a quelques inquiétudes. Mais je vais leur répondre d'une autre manière, peut-être, plus construite.
Si vous me demandez de fabriquer un programme de rétablissement de l'ensemble de l'économie française et de solution des problèmes de société que nous avons sur un certain nombre de sujets, je vais être très orgueilleux ou pédant, je me sens capable de le faire. Mais si je suis capable de le faire, d'autres citoyens devraient le faire encore mieux que moi. Les hommes politiques sont là pour ça. Donc, j'aurais tendance presque à renverser la question. Ce n'est pas notre avenir qui est en cause parce que nous sommes incapables de le construire. Il se trouve que pour l'instant, nous ne sommes pas capables, en tant que citoyens, pris collectivement, de désigner des responsables politiques qui soient, eux, à même d'affronter ce genre de problème. Voilà. Merci. Merci. Quelqu'un veut répondre aussi à cette question-là ? Pour vous rassurer, vous dire que toutes les générations ont été traversées par ce type de questions. Quand j'avais 18 ans, c'est-à-dire il y a près de 40 ans, on avait ce type de débat, on était préoccupé par le collectif, l'avenir, les incertitudes, les doutes. Je crois que c'était vrai 20 ans plus tôt. C'est des débats éternels, c'est un rapport au monde, au temps, à l'adhésion. Ce qui nous différencie fondamentalement, je crois, et ce qui nous donne une vraie chance, c'est qu'on a sur ce vieux continent meurtri par les guerres, on a inventé des valeurs extraordinaires auxquelles on est consubstantiellement tous très attachés, qui nous distinguent sans doute du reste des autres continents. Et ça, c'est à la fois porté par un idéal de liberté, de respect de la vie, de ce qu'on appelle l'idéal des Lumières, mais qui va très loin. Et ça, voilà, ça va continuer à nous construire. Après, il faudrait être très exigeant avec les gens qui nous gouvernent. On les a laissés faire n'importe quoi, je dis bien n'importe quoi depuis 40 ans, sans se soucier jamais de l'impact de leurs décisions. Il faut reprendre le contrôle, il faut être exigeant, il faut être certain que, voilà, qu'à un moment donné, on ne fait pas ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire pratiquer la fuite en avant, mais on va réparer les problèmes. Moi, je suis très optimiste pour l'avenir. On va simplement avoir quelques années encore un peu chaotiques, mais il ne faut rien lâcher, et vous avez le pouvoir. Après, un point sur le développement durable pour vous dire que c'est un vrai sujet, il est pris en compte par les boîtes, mais souvent il y a la problématique des injonctions contradictoires avec le comportement des consommateurs. Tout le débat sur Chine le confirme. Et sur l'intelligence artificielle, le vrai sujet pour vous, jeune génération, c'est de ne pas vous laisser dépasser. Merci Alexandre. Troisième réponse à votre excellente question, Madame Denis Ferrand. Donc, juste en un mot pour compléter, c'est oui, il y a toujours de la place, à condition de sortir du déni, à condition de sortir des solutions fausses, c'est-à-dire que d'être capable de faire des choix qui soient raisonnés, qui soient instruits. C'est ça qui en réalité donne toute la vivacité dans notre capacité à saisir le progrès, et c'est la vertu du débat démocratique. Donc vraiment sortir des solutions simples, avoir un bon diagnostic, sortir du déni de réalité. Vous avez des pays qui à des moments se sont trouvés au pied du mur, et ils n'ont pas eu d'autre choix que de justement faire des choix. C'est pas la peine d'aller très loin, vous allez au Portugal, ils se sont pris un mur absolument incroyable en termes de finances publiques, ils n'ont pas eu d'autre choix que de prendre des décisions extrêmement courageuses, mais in fine, c'est un pays qui, 10 ans après avoir pris un choc extrêmement violent, se trouve aujourd'hui avec une progression de son revenu supérieure à ce que l'on peut trouver dans certains pays d'Europe du Nord, et avec une aspiration pour sa population qui est beaucoup plus satisfaite, avec in fine des indices de satisfaction de vie qui sont supérieurs à ce que l'on connaissait avant qu'ils se prennent le mur. Et l'avenir de la France, c'est pas nous, hein, c'est vous, collectivement. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous.